Ladies and gentlemen, please welcome CEO of CBS International USA, Executive Director of DCA Trust, and founder of Yes to .Africa campaign, Sophia Bekele. Thank you. Welcome to the New York Africa Forum. Our session today is a conversation on the United States and Africa. And some of the questions the audience here and myself as well as African diaspora, shuttling back between the continent and California, I might add, wants answers and direct from Washington. And these two gentlemen here, joining us to share some of their views directly from Washington. Let me introduce Mr. Robert Wolf, the chairman and founder of 32 Advisors, former CEO of UBS America, and an external advisor and a three-time appointee of President Obama, including the President's Economic Recovery Advisory Board. And Mr. Dante Paradiso, Charge d'Affaires and Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy to Gabonese Republic. So how Washington can get better than this? Distinguished gentlemen. Le gentleman français, donc Dante Paradiso, chargé d'affaires, chef de mission adjoint ambassade des États-Unis au Gabon, et Robert Wolf, président et fondateur, ancien président UBS Americas. Donc, comment est-ce que l'Afrique est perçue, plutôt comment les États-Unis sont perçus par l'Afrique, comment l'Afrique peut maximiser son travail avec les États-Unis, les opportunités d'accessibilité, comment mettre en place des partenariats, que peut attendre l'Afrique des États-Unis. Je vais commencer avec vous, Monsieur Wolf. Merci. Et je suis content d'être ici à nouveau. Merci encore à l'ensemble du pays du Gabon. Merci au président. Je crois, et je l'ai dit, qu'on commence à vraiment bien se connaître. Et en fait, on met en place des partenariats, on met bien en place des bons partenariats lorsqu'en fait, on peut se regarder dans les yeux et dire « bah oui, j'ai envie de travailler avec lui ». Ça a commencé probablement plus lentement que ce que les pays africains voulaient. Certains pays africains ont allé plus vite que d'autres. J'ai pu rencontrer le président Bongo. Il faut qu'il y ait, et je crois que c'est un grand leader, visionnaire, et donc ça commence par cela, un grand leader par pays. Et si vous prenez les 54 pays d'Afrique, combien d'investisseurs américains sont prêts à aller dans ces pays? Je pense que le temps est de notre côté. On sait très bien que les choses ne vont pas se passer juste comme ça, en 24 heures. Il faut qu'on puisse parler ouvertement de l'éducation, de la pauvreté et de tous les sujets que nous avons évoqués lors des 3 derniers jours. Parlez-moi des initiatives que le président a commencé à mettre en place avec l'Afrique, avec les différents comités qui ont été mis en place entre l'Afrique et les États-Unis. Je pense qu'il est clair que nous travaillons dans un monde qui aujourd'hui a une croissance qui est plus faible. La plupart des continents sont en récession ou juste sortent d'une récession. L'Europe, les États-Unis, par exemple, on va peut-être atteindre 1,5–2%, alors que l'Afrique a eu une croissance constante importante. Et nous voulons l'ensemble du monde. Donc l'ensemble du monde est un taux de croissance important, car dans ce cas-là, les États-Unis auront également un taux de croissance important. Quelle est la meilleure manière d'avoir des investissements privés dans des pays comme les pays africains? On a besoin d'infrastructures, et on en a parlé au Gabon. Il y a besoin de partenariats publics-privés.
avec les banques, par exemple les partenariats entre la Banque du Gabon, la Banque d'Amérique, etc. Et la troisième fois, tout le monde veut exporter. Et donc, quels sont les vrais produits et services que les États-Unis peuvent aider à mettre en place en Afrique et vice-versa? Énergie, agriculture, technologie, que nous amenons la capacité de traitement de l'eau, mais je ne veux pas du tout être idéaliste. Les deux côtés doivent s'améliorer et ont beaucoup de travail à faire. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr, je commencerai par remercier évidemment le président et tout son bureau, secrétariat, gouvernement d'avoir organisé tout cela, évidemment. Et il est important pour les ambassades de pouvoir compter sur ce genre d'équipe. Et donc, l'avantage, évidemment, de ce genre de forum, c'est qu'on a l'impression d'être un petit peu entre pairs. On a l'impression de retrouver beaucoup de visages familiers de la présidence, comme je le disais, ou des administrations clés dans ce secteur qui nous intéresse. Et encore une fois, un chaleureux remerciement d'ailleurs à tous les citoyens du Gabon pour nous aider et favoriser à maintenir des liens aussi étroits et cordiaux avec nos pays. Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a 4 piliers essentiellement à consolider lorsque l'on parle de bonnes relations. Tout d'abord, évidemment, le renforcement des institutions démocratiques, puis ensuite aider à renforcer le commerce et les investissements avec le continent africain. Évidemment, ce sont des défis de sécurité mutuels qui se posent en filigrane et évidemment promouvoir les différentes opportunités de part et d'autre. Alors, dans une série des secteurs que vous avez cités, nous avons déjà lancé quelques bonnes initiatives, je pense, avec un petit nombre de pays pour l'instant du continent africain et que nous avons l'intention d'étendre. Je parle des initiatives concernant l'énergie notamment, qui Power Africa donc doit aider des énergies, ou plutôt des mécanismes de financement de ces énergies, justement, qui sont bien entendu à la base de toute activité de croissance économique. Mais en ce qui concerne plus particulièrement les échanges commerciaux, eh bien cela concerne pour l'instant surtout les pays d'Afrique orientale et d'autres pays africains aussi, et de la facilitation de ces échanges internes entre les pays de ces régions africaines, ce que nous estimons, ce qui ne fera que générer des effets mutuellement positifs. Oui, merci. Alors, Monsieur Paradiso, je dirais cette série d'échanges, ce commerce a soulevé, bien entendu, quelques vagues de scepticisme comme nombreuses initiatives lancées en Afrique, notamment celle de l'intégration, celle afférente à la question de l'intégration régionale et toutes les questions de sécurité politique qui importent aux yeux de l'administration américaine, notamment dans la région d'Afrique orientale. Alors, comment voyez-vous justement cette initiative, Trade Africa, réussir à surmonter justement tous ces obstacles a priori, puisqu'il s'agit en plus d'un marché si élargi déjà, l'échelle géographique à laquelle nous traitons au niveau national est impressionnante, et quand on passe à l'échelle régionale, cela met de l'eau au moulin des sceptiques. Alors comment surmonter cela selon vous? Eh bien, je crois qu'on a vu avec le temps tout de même que la plupart des impasses commerciales que nous ayons pu rencontrer, en tout cas l'expérience du rapport avec l'Amérique, les intégrations régionales, au contraire, ont amené non seulement des économies d'échelle régionale, mais aussi une harmonisation dans les rapports et dans la réglementation avec l'extérieur ou les pays tiers. Et cela facilite évidemment, je dirais, certainement le pilier ou la dimension sécuritaire dont je vous parlais, parce qu'à partir du moment où tout le monde comprend les règles du jeu, parce qu'elles sont plus facilement étiquetées et transparent, enfin, adopté avec transparence par toute une région, eh bien alors voilà, on s'attend à faire face à un environnement plus attrayant. Et alors vous avez après tout beaucoup d'atouts. Vous avez évidemment une jeunesse avide de connaissances, mais vous avez aussi 1,8 million d'habitants, et donc vous êtes certainement pleinement conscient du rôle que peut jouer à la fois l'éducation et la réglementation favorisant les échanges, parce que l'on a tout intérêt à faire venir effectivement. Je crois que Rob a déjà bien souligné les aspects importants de cet échange mutuellement profitable, en fait. Par exemple, si l'on avait une nouvelle franchise à Libreville,
émettons un apport gentil, eh bien, c'est déjà un bon début, mais ce qui, en fait, devrait être un objectif à long terme, c'est de pouvoir en ouvrir non pas une ou deux de temps en temps de ci, de là, mais une cinquantaine de franchises, l'ensemble du territoire. Donc c'est là que les véritables économies d'échelle peuvent se réaliser et que, je pense, nous devons essayer d'encore capitaliser sur nos efforts, notamment dans le cadre de projets tels que Trade Africa. Alors encore une dernière question avant de me tourner vers l'audience ou le public s'il a des questions. Tout d'abord, les relations de la Chine avec l'Afrique ont un petit peu neutralisé le rôle des États-Unis, comme vous le savez. Donc, l'Afrique a bien entendu une longue histoire de relations commerciales avec les États-Unis. 200 milliards était toutefois le chiffre époustouflant des volumes ou des échanges commerciaux avec la Chine, ce qui représente plus de 3 fois le budget équivalent pour les États-Unis. Donc, pourriez-vous commenter un petit peu ce qu'il en est de cette approche américaine par rapport aux échanges commerciaux avec le secteur privé? Tout d'abord, je commencerai par dire, est-ce que c'est pas la course la plus étonnante et la plus passionnante qui a lieu finalement au Gabon? Je dirais que si on doit vraiment caricaturer les choses, il faut essayer de le voir sous un aspect ou sous un jour ludique finalement. Bon, mais quand vous me parlez de neutralisation du rapport avec les États-Unis, j'utiliserais peut-être des termes un peu différents. Tout d'abord, il n'est pas question de remettre en question le rôle capital de la Chine de par le monde, et les métamorphoses incroyables qu'elle a pu entraîner. On sait que le monde était encore traditionnellement il y a peu dominé par les investissements américains, alors que maintenant la Chine, le Canada, le Mexique et bien d'autres puissances ont pris la relève. Mais je pense que les pays africains doivent bien comprendre que tout le monde pénètre le territoire africain à sa façon. Alors la Chine peut-être mène la danse avec des capitaux, mais aussi avec des employés et des équipements. Donc la question qu'on doit se poser finalement, c'est est-ce que cela déplace tous les indicateurs suffisamment en matière de croissance du PNB? Parce qu'après tout, l'argent n'a pas d'odeur, de toute façon. Alors, au-delà de ça, donc le yen est aussi valable que le dollar s'il peut générer les résultats escomptés. Mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà de tout ça, l'Afrique paraît un petit peu comme la terre promise ou l'Éden de tous les investisseurs de nos jours, mais qu'il s'agisse de 30 ou de 40% de retour sur investissement. Moi, je voudrais m'éloigner un petit peu des statistiques. Après tout, ça fait tout de même 30 ans que je fréquente le milieu de Wall Street et tous ces grands retour sur investissement comporte toujours des risques énormes. Alors, il y a des gens qui sont, plutôt de ce genre-là, de cet acabit-là, et préfèrent investir en misant leur va-tout, quitte à avoir quelques râteaux ou quelques échecs en cours de route, alors que d'autres vont plus lentement, piano mais sano, comme on dit, tout en visant le même résultat et la même ligne d'arrivée, finalement. Donc, je pense que voilà la course vers l'Afrique reste encore assez nouvelle et donc je pense que les initiatives peuvent être prises de façon différente mais tout aussi valables de part et d'autre. Y a-t-il des questions à ce stade émanant du public? Over there. Had one over there. This is a question. Alors voilà une question qui s'adresse à la fois à Monsieur Paradiso et Monsieur Wolf. L'Afrique essaye de se transformer, de s'industrialiser, comme vous le savez. Voyez-vous une tendance significative dans le secteur privé américain qui viennent soutenir ces aspirations africaines à amplifier son mouvement d'industrialisation? On le sait, la plupart des capitaux du secteur privé américain se sont concentrés sur les secteurs miniers, pétrolifères et autres produits de ressources naturelles brutes en réalité. Alors que nous visons et aspirons à nous transformer, à nous diversifier et nous transformer plus radicalement. Merci. Oui, effectivement, il est évident qu'en tant que membre du gouvernement américain, je ne peux pas nier le fait que nous avons créé les conditions en vertu desquelles les industries
nous avons certainement fait des efforts pour que les industries manufacturières africaines aient de plus en plus facilement accès au marché américain. Maintenant, la question est plutôt de savoir si les conditions imposées à chaque pays conviennent pour assurer, garantir le retour sur investissement. Oui, là, bon, je vais un petit peu me sentir un peu comme l'outsider, peut-être, ou faire ma propre publicité, mais je dirais que chez 32 Advisor, nous voulons que le Gabon et d'autres pays en Afrique soient vraiment à la pointe du progrès. L'une de nos entreprises fabrique des drones. Alors, il est évident que la diversification industrielle est tout à fait vitale et qu'il faut s'écarter un petit peu des domaines traditionnels des matières premières, des ressources naturelles ou minières ou hydrauliques. Alors, comment utiliser? L'une des questions qu'on a pu se poser de façon originale et atypique, c'est quelles sont les façons constructives d'utiliser les drones pour le tourisme? Par exemple, lorsque l'on imagine de nouvelles futuristes façons d'exercer là ou l'autre safari sur ce continent, par exemple. Deuxième aspect auquel nous avons pensé dans notre activité de construction des drones, ne pourrait-on améliorer les techniques d'irrigation, de dispersion de certains pesticides sur les cultures et peut-être que les besoins énergétiques seraient beaucoup plus intéressants dans ces domaines-là aussi. Enfin, vous savez, il y a tellement d'options et l'Afrique pourrait vraiment être un lieu pionnier en la matière pour augmenter son efficacité. Donc, pour revenir à votre question concernant l'opportunité de réaliser des grandes choses ensemble, eh bien, évidemment, tout le monde l'a suffisamment réitéré, il y a tant de projets qui se lancent ou qui démarrent à la fois au Gabon en ce moment, mais la question des infrastructures demeure primordiale. Parce que lorsque les gens arrivent ici, ils ont besoin d'être sûrs qu'ils puissent acheminer leurs biens et leurs services en lieu et temps voulu aux endroits attendus. Nous avons les mêmes problèmes aux États-Unis d'ailleurs, par endroits aussi. Merci beaucoup. Laissez-moi juste poser une question d'ordre général, puisque tout le monde, à mon avis, là sur le bout des lèvres, à savoir, quelle est la perception de l'Afrique aux yeux des Américains? Oui, merci. Je me rends bien compte que c'est une question probablement qui doit un petit peu chatouiller tout le monde parmi les participants ici. Je crois que l'Afrique est perçue comme un continent recelant énormément de diversité. Lorsque l'on se penche suffisamment sur la question, en tout cas pour savoir qu'il s'agit d'une multitude de pays, on s'aperçoit à quel point ce sont des pays extrêmement différents les uns des autres, plutôt qu'un continent monolithique. Et donc, la première chose à faire, finalement, lorsque vous me pensez ce que les Américains pensent de l'Afrique, eh bien, il faut subdiviser encore, je dirais, la subtilité de la réponse en disant non seulement ça dépend, il faut avoir conscience qu'il y a différents types d'Américains d'abord, qui se font des opinions différentes, mais surtout qu'il faut les aider à prendre conscience des différentes sous-cultures et sous-régions que recèle l'Afrique. Donc dans certains domaines, les Américains seront spécialistes, disons, dans le secteur minier, de telle ou telle région, telle mine, telle activité ayant lieu en Afrique. Mais donc nous avons des dialogues de ce point de vue-là, parfois à différents niveaux, entre différents représentants de l'une ou l'autre culture. Et je crois qu'il y a un immense débat en ce moment en cours, évidemment, entretenu notamment par les membres de la diaspora africaine, sur ce que l'Afrique représente aux yeux des étrangers. Et pour ma part, en ayant vécu longtemps aux États-Unis, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a tout de même des millions de gens d'origine africaine qui qui représentent à peu près 14% d'ailleurs de notre population qui vivent sur le territoire américain, et notre perception va varier énormément en fonction des expériences individuelles de l'un ou l'autre de ses habitants. Oui, alors moi je dirais que les États-Unis ne savent pas assez, ne savent rien en fait sur l'Afrique, pour dire les choses un petit peu crûment. Merci, mais je pense que c'est la réalité. Cela fait 3 jours que je suis là et je reviens les yeux d'ailleurs émerveillés par une multitude d'informations, de richesses de savoir et de connaissances que aucun livre, aucune théorie n'aurait pu me fournir, évidemment. Ah, je comprends que les fanfares arrivent, il va nous falloir accélérer, mais donc c'est évidemment tout le savoir entre les lignes des histoires. Bon, il y a des livres magnifiques qui ont été écrits sur les sujets, je ne veux pas diminuer leur intérêt, mais il y a tellement plus à apprendre ou à appréhender quand on se rend sur place. Et lorsque l'on arrive à
cerner les véritables enjeux, les opportunités existant en Afrique. Et je vous avouerai que j'ai pu hésiter et tergiverser un petit peu avant d'arriver entre mes pilules de malaria, mes vaccins de fièvre jaune. Et il y a eu beaucoup de raisons qui auraient pu m'empêcher de venir. Mais je peux vous dire que mon fils va bientôt se rendre au Botswana le mois prochain pour aider à construire une école et une maternité. Et donc j'ai estimé que c'était franchement honteux de la part du père d'hésiter pour ce genre de choses. Et donc, c'est de plus en plus, j'en suis convaincue, un endroit qui mérite le détour et qui a énormément à nous apprendre. Oui, donc, tout cela pour conclure. Donc, l'Amérique doit et veut apparemment s'engager encore, je dirais, plus avant sur les échanges et sur l'éducation, peut-être aussi des leaders africains, pardon. Mais, au fond, les Américains se voient souvent encore comme l'espèce de gendarme peut-être pacifique qui pourrait également contribuer à la formation, mais mutuelle, peut-être dans les deux sens finalement, de ce que sont les identités respectives américaines et africaines. Oui, je dirais qu'en tant qu'Américains, on a tout de même l'occasion de se remettre en question tous les jours, hein, et de se demander avec anxiété sur ce qu'il arrive aux filles qui ont été enlevées au Nigeria. Et nous sommes anxieux évidemment d'arriver à des conclusions pacifiques de ces terribles sujets d'actualité. Merci beaucoup à tous les deux et nous avons terminé notre débat.